Je suis cofondateur d'un projet qui s'appelle Le Navire, et très simplement, on est une librairie dans laquelle on met à disposition de la connaissance de qualité en français. Vous pouvez nous trouver facilement sur Twitter au nom Le Navire. Ce soir, on est chez Pirate Labs qui nous accueille. Pirate Labs, c'est un startup studio spécialisé dans le Web 3. L'équipe est hyper chaleureuse, les locaux sont vachement cool. Donc si ça vous intéresse, foncez. C'est important avant de commencer de définir qu'est-ce que DeFi France. DeFi France, c'est avant tout un espace communautaire dans lequel on échange autour de la finance décentralisée. Notre lieu d'échange principal, c'est Discord. Vous pouvez y accéder rapidement sur le Twitter de DeFi France. Et bien évidemment, DeFi France, ça a plusieurs buts. Le premier, c'est d'échanger, c'est de débattre, de s'informer sur les différents événements, les différents développements de l'écosystème, mais c'est aussi organiser des événements avec des experts, des acteurs de l'écosystème pour échanger sur les différents enjeux de la DeFi. Il faut savoir aussi qu'on a une chaîne YouTube pour DeFi France sur laquelle vous avez énormément de ressources, que ce soit les marathons de Token Breeze ou les précédents meet-up, pour dig un peu plus loin dans la DeFi. On aimerait remercier aussi Ledger, qui est notre sponsor pour ce soir, qui permet notamment l'organisation de ces meet-ups. Et puis l'équipe aussi, notamment Diziac pour la communication, mais pas que. On a Lolo75 pour la conception graphique. On a également Morpheus pour la coordination et moi-même Genji. On remercie également les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l'organisation. Ce soir, on va traiter un sujet qui est passionnant, qui est plus que d'actualité. C'est le suivant: quel modèle de confiance pour la création de stablecoin? Et pour répondre à cette question, on va avoir deux speakers avec nous. Le premier, c'est Taz, qui est CTO chez Alt.co et qui va nous faire en fait une introduction et une classification des différents stablecoins. Et puis on aura en second lieu Pablo Vera, qui est cofondateur du protocole Angle Protocol. Voilà, et puis juste après, on fera une session de questions-réponses, et dans la tradition DeFi France, on aura ensuite des pizzas et des bières pour échanger librement. Et bien sûr, vous êtes tous invités. Merci. Bonjour. Alors je suis un peu timide, hein, désolé. Déjà c'est vraiment cool que vous soyez aussi nombreux. Je pensais qu'il y aurait peut-être 30-40 personnes, quasi 100. Je m'appelle Taz. Taz, c'est mon nom sur Discord, mon vrai prénom c'est Noé. Je suis CTO à Alt.co. Je vous dirai dans une seconde ce que c'est. Donc déjà, alt.co et pas alt.com, parce que alt.com c'est un site porno, voilà. Ça vous le savez. Qui parmi vous est sur le Discord de DeFi France? Ok, donc à peu près la moitié. Donc pour ceux qui n'y sont pas, je vous encourage vivement à nous rejoindre sur ce Discord pour parler de finances décentralisées. C'est ambiance très sympa et on apprend plein de choses pour tous les niveaux, débutants, expérimentés, fans de NFT, même fans de spéculation. C'est vraiment très, très cool. Donc, juste pour dire 2 secondes, pourquoi est-ce que un sujet comme les stablecoins pourrait m'intéresser? Parce qu'a priori, c'est un petit peu aride, quoi. C'est discuter de monnaie stable, pas stable. Je veux dire, il y a des choses quand même peut-être plus intéressantes dans la vie. Donc il faut savoir que Alt.co, c'est une petite boîte en Suisse, c'est une start-up qui est née il y a environ 4 ans. Et une de nos activités, c'est de permettre à des gens qui ont acquis des cryptos de faire leur cash out. Ça veut dire de convertir leur fonds crypto en fiat, particulièrement de leur ouvrir un compte bancaire
certaines banques, la plupart des banques en fait sont assez rebutées par l'idée de toucher aux cryptos, notamment parce qu'elles n'ont pas les capacités, la formation pour pouvoir traiter des fonds en provenance des cryptos, et en ces temps un peu incertains où les lois contre le blanchiment se resserrent, et en général, fonds crypto égale danger, égale non pour la banque, égale même parfois fermeture de compte, bye bye. Donc par exemple, dans nos clients, on a pu avoir des gens qui ont miné du Bitcoin assez tôt, le Bitcoin a ensuite pris de la valeur, et puis nous, on a pu créer un dossier en expliquant à la banque de A à Z, en langage clair, pas trop technique, exactement comment est-ce que la personne a pu arriver à partir d'un petit investissement dans 2-3 machines pour miner, et à arriver à transformer ça en somme à peut-être 7 chiffres, qui ensuite peut être converti en fiat. Donc fiat, ça veut dire francs suisses, euros, dollars, quelque chose comme ça. Un autre exemple, c'est peut-être plus proche de la DeFi. Par exemple, quelqu'un qui valide les transactions sur Ethereum, vous savez qu'aujourd'hui, il a la possibilité de choisir l'ordre des transactions. Et qui dit choisir l'ordre des transactions dit aussi pouvoir insérer des transactions de son choix et ensuite pouvoir proposer un bloc. Donc une personne qui nous appelle, qui nous dit bon moi en fait la source principale de mes fonds c'est que j'ai pu un petit peu observer ce qui se passait sur des échanges comme Uniswap, et puis j'ai un petit peu sandwiché les transactions, j'ai fait du MEV, et du coup j'ai plein de sous, j'aimerais bien le convertir en fiat. Alors moi je lui demande mais alors c'est quoi le MEV, tu peux m'expliquer, tu peux me montrer. Donc il me dit ok, alors regarde, quand tu vas faire une transaction, tu vas faire un échange sur SushiSwap ou même sur OneInch, ça va dans le mempool, et quelqu'un qui va miner les transactions peut aller acheter un meilleur prix, vendre à un meilleur prix, et puis du coup il extrait de la valeur, tu perds de l'argent. Et je lui dis ok, mais comment tu peux éviter ça? Alors il m'explique, mais en fait c'est possible d'aller faire une transaction un petit peu privée pour court-circuiter le mempool, et puis il me montre ce que c'est que Flashbot. Hop, donc moi j'essaye. Donc il y avait une transaction initialement, elle était prévue pour partir dans le mempool, on l'envoie à Flashbot, et puis finalement elle passe et personne n'a pu extraire de la vapeur. Et puis, 1 heure plus tard, on entend « c'est la police. Qu'est-ce qui se passe ?» Et oui, ils étaient venus nous arrêter pour détournement de mineurs. Voilà. J'aime bien les blagues pas très subtiles. Donc en fait, une des raisons de notre intérêt pour les stablecoins, c'est en fait, on avait un projet en 2018 de créer des tokens qui étaient adossés, qui étaient backés par des hard assets. Voilà. Donc, on avait appelé ça, donc c'était l'époque des ICO, donc Initial Coins Offering. Et nous, donc, c'était le Hard Asset Revolving Initial Coin Offering qu'on proposait, donc HARICO pour les intimes. Et donc, on avait prévu de constituer 3 collections. Une collection de pierres précieuses, une collection de vins et une collection de voitures. Et pour chaque collection, les personnes qui achetaient le token devenaient un petit peu les copropriétaires de la collection, et c'est des tokens qui étaient susceptibles de s'apprécier avec le temps. Je crois que ça s'appelle l'indice Knight Frank, quelque chose comme ça. Statistiquement, c'est des biens qui ont tendance à s'apprécier avec le temps et qui peuvent même permettre de se protéger, de se hedger contre l'inflation. Donc à l'époque, on ne parlait pas encore vraiment de stablecoins. Nous, je crois que dans le Yellow Paper, si vous voulez lire le Yellow Paper, vous pouvez scanner ce magnifique QR code. On parlait de steady coins parce que c'était un coin qui pouvait
s'apprécier avec le temps, indépendamment de ce qui se passait dans le monde de Bitcoin, dans le monde de l'Ether, etc., etc. Et malheureusement, pour des questions légales, on n'a pas pu mener à bien ce projet, entre autres parce que le régulateur suisse, parce que la boîte est basée en Suisse, est revenu vers nous en disant les cocos, si vous voulez faire ça, il vous faut à minima ce qu'on appelle une licence de placement collectif, et ce qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir à l'époque, ni aujourd'hui je pense. Mais disons que pour cette raison-là, on a dû mettre ce projet de côté, mais cela dit, on s'était quand même un petit peu intéressé à comment faire un stablecoin, et là, en l'occurrence, un token collatéralisé par ce qu'on appelle aujourd'hui RWA backed assets, donc par des assets tangibles. Voilà, donc ça c'est un petit peu la raison. Donc, j'ai prévu de faire une petite présentation vraiment pas compliquée, donc je pense que la plupart d'entre vous, vous connaîtrez déjà la plupart des choses. C'est vrai que quand on pense à c'est quoi un stablecoin, on doit se demander déjà à la base ce que c'est que la monnaie. Et donc on définit ça en général par 3 critères que sont une monnaie doit être une unité de compte, un moyen d'échange et une réserve de valeur. Et quand on parle de coin stable, c'est surtout le côté réserve de valeur qui va être important, dans le sens où on n'a pas envie de détenir une certaine monnaie qui va se déprécier très rapidement avec le temps et qui au final ne pourra pas constituer une réserve fiable de valeur. Alors aujourd'hui, la plupart des monnaies stables fiat qu'on utilise, elles sont émises et gérées par des banques centrales. Et à l'école, on apprend que l'objectif des banques centrales, en fait, la banque centrale n'a qu'un seul objectif, c'est de préserver la stabilité de la valeur de la monnaie. C'est pas tout à fait vrai. En fait, son objectif, c'est plutôt de préserver la stabilité de l'inflation. Donc, en général, on considère qu'une bonne monnaie, c'est une monnaie qui a 2% d'inflation. Et parfois, comme un petit peu c'est le cas aujourd'hui, on voit que l'inflation, elle peut vraiment être beaucoup plus haute. Ça arrive aussi qu'elle soit plus basse, qu'on soit en période de déflation. Alors, il y a eu beaucoup dans l'histoire de tentatives de création de monnaie privée. Là, je parle de la période pré-blockchain. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, je parlais de stablecoins électroniques, ce qu'on appelait à l'époque le digital cash. Donc le premier, je pense, c'est DigiCash de David Chaum, un cryptographe qui travaille encore aujourd'hui. Donc à l'époque, il avait créé le DigiCash et il avait inventé le concept de signature aveugle, le blind signature. Un autre projet, c'était le e-gold. Après, il y a le Liberty Reserve. Et ensuite, il y a eu le Beans. Beans, c'était un projet un petit peu mégalo. D'ailleurs, Beans, c'était Beanzer Than That. Et en fait, finalement, ils se sont un petit peu tous cassés les dents. D'une part parce que finalement, tous ces coins, ils avaient la propriété d'être complètement centralisés. Et également, ils se sont tous aussi retrouvés confrontés au problème que beaucoup de mafias utilisaient ces monnaies-là pour blanchir de l'argent. Et au final, il n'y a plus aucun de ces projets qui existent aujourd'hui. Même si je crois qu'il y a une nouvelle version de DigiCash qui a été créée. Et ensuite, 2008-2009 est arrivé Satoshi et son white paper de Bitcoin. Ah oui, j'avais oublié ce slide. Donc le trilemme du stablecoin, en fait, il y a un petit peu le trilemme de la blockchain. Là, l'équivalent, c'est le trilemme du stablecoin. Donc, en fait, il y a la stabilité, donc le fait que le stablecoin va toujours être stable. Donc, en général, quand on parle de stabilité, ça va être par rapport à quelque chose d'autre. Donc, ça peut être stabilité, par exemple, par rapport au dollar, stabilité par rapport au cours de l'or, stabilité par rapport à je sais pas, le prix de l'énergie. Et donc ça, c'est un des challenges. Le deuxième, c'est la décentralisation, ce qui est aussi lié à la notion
on en a un petit peu parlé sur le Telegram, la notion de inarrêtabilité d'un protocole ou résilience d'un protocole. Finalement, si un protocole est très centralisé, comme les protocoles Fiat qui sont émis par une banque centrale, eh ben, il y a quand même un point névralgique et un point de failure. Et le troisième, c'est capital efficiency. Donc en gros, c'est je veux créer un stablecoin, combien va me coûter l'émission, combien je vais devoir mettre en réserve pour émettre $1. Donc si c'est par exemple 2-3 $, bah, ça ne va pas être très très efficient. Si ça va être $1, ça va être efficient. Et si c'est moins d'$, là c'est vraiment efficient. Donc, dans ce sens, on peut dire que Tether c'est assez efficient. Voilà, et en fait, ce que... Et un message qui n'est pas forcément intuitif et sur lequel je réfléchis, j'en suis pas très sûr, c'est que... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le cours de Bitcoin, on se dit bah, Bitcoin, c'est sûr que c'est pas du tout les caractéristiques d'un stablecoin. C'est super volatile, ça monte, ça descend, ça crash, ça skyrocket, ça va dans la lune et tout. Mais mine de rien, c'est pas inutile de réfléchir à est-ce que Bitcoin à long terme pourrait être un stablecoin, est-ce qu'il pourrait servir de sorte de réserve de valeur de prix de référence, parce que même si on est un peu en ce moment en mode de price discovery, et puis il y a des cycles tous les 4 ans, et puis il y a l'offre, il y a la demande, ça reste quand même fortement corrélé à l'énergie, parce qu'on voit par exemple que bah, les mineurs, quand ils voient que c'est rentable de miner, bah, ils achètent des machines, ça crée des... Ça augmente le hash rate et puis le cours s'apprécie. Et bah, réciproquement, il y a d'autres phases où bah, le miner devient moins rentable et donc bah, finalement le Bitcoin descend. Donc c'est pas inutile de réfléchir un peu à est-ce que Bitcoin pourrait être une monnaie stable à long terme. Ah, et dernier point, j'en ai pas parlé, mais sur Bitcoin, j'étais la semaine dernière à un meet-up qui était vraiment concentré sur Bitcoin à Neuchâtel, qui s'appelait le paradigme Bitcoin. Et il y a une présentation d'un protocole qui s'appelle RGB, donc une espèce de layer 2 sur Bitcoin. Et ça peut aussi servir de bonne base pour un stablecoin sur Bitcoin, au-delà du BTC lui-même. Alors, je voudrais donner maintenant quelques exemples de stablecoins dans l'histoire, parce que le but c'est d'avoir un petit peu une approche historique, et en même temps ça va nous permettre de trouver quelques catégories de stablecoins. Donc le premier c'est Realcoin, qui s'appelle aussi Tether. Donc historiquement, Tether, ça a été construit sur un layer qui s'appelle Mastercoin. Mastercoin, c'est la première ICO, quoi. On pense souvent que la première ICO dans l'histoire, ça a été l'ICO de Ethereum, mais même avant, en, je pense 2012-2013, il y a eu Realcoin, et l'idée du white paper de Realcoin, de Mastercoin, pardon, qui a été nommé un peu le Bitcoin de zéro, bah, c'était de construire, un petit peu comme les colored coins, de construire une espèce de couche sur Bitcoin où on pourrait créer des tokens, se les échanger, et il pourrait se passer plein de choses dessus. Et donc, l'ICO à l'époque a levé des fonds, donc il y avait une espèce d'adresse qui s'appelait Exodus Adresse, et puis ils ont dû récolter environ 5000 bitcoins, ce qui à l'époque valait peut-être pas énormément, mais ouais, maintenant ça vaut plus. Mais du coup, ça leur a permis de développer donc Mastercoin, qui ensuite a été renommé en OmniLayer. Et sur ce layer a été créé donc Realcoin, avec l'idée d'avoir un token stable. Alors la théorie, c'est que pour chaque USDT qui est émis, eh ben, il y a $1 dans la banque. Ça, c'est la théorie, parce qu'on sait maintenant que, en fait, c'est un petit peu moins que ça. Donc, il y a un petit peu un système de réserve fractionnaire, et a priori, si tout le monde veut retirer ses USDT et les convertir en dollars, bah, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais c'est pas grave, dans le sens que pour la fondation, c'est pas contractuel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez
des USDT que vous avez le droit légal de les claim et de les échanger contre des dollars. Donc, on estime aujourd'hui que Tether est un petit peu sous-collatéralisé, avec environ 75 centimes par USDT en existence. Il y a... Pardon ? Un tout petit peu alors. Alors il y a d'autres monnaies qui se sont bâties un petit peu sur le même modèle, donc le TrueUSD, USDC de Circle qui doit être maintenant le deuxième stablecoin en termes de volume et de capitalisation, Paxos, Gemini, le BUSD de Binance. Donc tout ça c'est un petit peu la même chose, c'est différents acteurs, différents écosystèmes, différentes façons de s'assurer que du fiat back les coins qui sont émis sur la blockchain. Il faut savoir que pour les échanges, c'est quand même beaucoup plus pratique d'interagir avec des stablecoins qu'avec du fiat, parce que les fiat, ça veut dire faire des virements, faire des paiements en carte bleue, passer par les systèmes SWIFT pour faire de la réconciliation et tout, c'est super pas pratique, quoi. Alors que passer par les blockchains comme USDT, c'est beaucoup plus pratique. À un moment, donc USDT est passé sur ERC20, donc devenu un token sur Ethereum. Et donc ça, c'est un petit peu la catégorie des stablecoins backés par du fiat. Alors en 2015, donc un an après Tether, il y a eu un white paper, le white paper de MakerDAO. Et de mon point de vue, donc très personnel, c'est un petit peu le white paper séminal de la DeFi, qui a un petit peu lancé la finance décentralisée. Pourquoi ? Parce que dans le white paper, tu mets en collatéral, tu lock des Ethers dans un smart contract, et à partir de cette collatéralisation, tu peux émettre des DAI, et ces DAI sont préservés par le fait qu'il existe des Ethers qui sont en collatéral, et si le jour où l'Ether descend et que le collatéral ne suffit plus, tu te fais liquider ta position et donc tu perds ton collatéral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un petit peu un des premiers produits dérivés sur l'écosystème Ethereum, puisqu'on a un collatéral qui sert de base, et ensuite on est capable d'émettre une nouvelle monnaie. Tout ça purement dans l'écosystème Ethereum, il n'y a pas de fiat dans l'histoire. Donc ça c'est la notion de CDP, Collateralized Deposition, combinée avec le fait que on attend à ce qu'il y ait des arbitrageurs qui viennent réguler le prix quand le DICE s'écarte de 1$. C'est vraiment un super white paper que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, parce que ça explique bien le principe de qu'est-ce que c'est qu'une monnaie stable surcollatéralisée. En 2020, donc, il y a une migration de SIDE, donc le DAI a été renommé en SIDE, donc Single Collateral, parce que c'était que l'Ether, et puis c'est passé en multicollatéral, où on pouvait créer du DAI, non pas uniquement collatéralisant de l'Ether, mais on pouvait aussi collatéraliser du Bitcoin et d'autres trucs. Par contre, un truc qui est très important pour assurer la stabilité de ces coins, c'est les oracles. Donc les oracles, c'est le système qui va être capable de dire à la blockchain c'est quoi le prix de l'Ether. Faut savoir que c'est difficile de faire connaître à la blockchain une information qui n'est pas dans la blockchain. C'est un problème qui est compliqué, et il y a aujourd'hui des oracles qui existent, qui marchent plus ou moins bien, comme par exemple Chainlink, mais on a eu une journée par exemple en 2020 où le fait qu'un oracle ait pris du retard combiné au fait que le prix de l'Ether s'écroule a provoqué une cascade de liquidation, et beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent sur le protocole Maker. Je pense que ça devait être juste après Ethereum conférence, donc ça devait être en mars 2020. Voilà, donc d'autres exemples de protocoles similaires. Donc il y a le Liquidity LUSD, protocole très bien, très résilient. Ils disent governance minimized, mais en fait il n'y a quasiment pas de gouvernance, il n'y a pas de gouvernance dessus.
La seule variable externe, c'est le prix de l'Ether pour savoir si une position est collatéralisée. Bon, par contre, c'est pas un protocole qui est super utilisé, le volume il reste quand même assez faible. Alors il y a aussi, pour les gens un peu plus funky, le Abracadabra Meme. Donc Meme, c'est Magic Internet Money, ce qui est faux, parce que c'est absolument pas magique, c'est collatéralisé. C'est un écosystème intéressant, Abracadabra, et puis comment il s'appelait Ouais, Daniele, non, mais les autres. Oui, il y a eu Sifu et tout, non, ah voilà, Wonderland, Abracadabra, et puis Ice, là, ouais. Et oui, un autre, c'est le Mimo, c'est un projet, je crois, qui est français, en tout cas, il y a des Français dedans qui ont créé le parc, qui est basé, enfin, c'est le même idée que MakerDAO, mais c'est un stablecoin qui est pegged à l'euro. Il y a d'autres stablecoins qui sont pegged à l'euro, mais ça, par exemple, c'est pegged à l'euro. Donc ça, contrairement à ceux d'avant, la Tether et tout, qui étaient fiat-backed stablecoins, bah là, c'est plutôt crypto-backed stablecoins. Ah, alors là, Ampleforce, c'est déjà beaucoup plus expérimental. L'idée, c'est de créer une stabilité un peu self-suffisante, un peu autosuffisante, qui ne dépend pas de paramètres externes. Et un des premiers exemples pionniers, c'est Ampleforce, donc token AMPL. Bon, l'idée, c'est vraiment très simple, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est qu'on a une masse monétaire qui est élastique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le seigneuriage, c'est-à-dire qu'il est possible d'augmenter ou de diminuer la masse monétaire, et d'une façon qui va affecter tous les utilisateurs. Par exemple, si j'ai 10 AMPL, et puis qu'on augmente le supply de 10%, et ben moi, sur mon wallet, je me retrouve avec 11 AMPL, en utilisant des balances virtuelles, des choses comme ça, plus un facteur d'élasticité. Donc en fait, c'est un mécanisme de rebasing, et ben, en fonction du prix, ben, la quantité va s'adapter pour que le prix soit de 1 $. Donc, par exemple, si le token vaut plus que 1 $, on va contracter la masse monétaire, et si le token vaut moins que 1 $, on va étendre la masse monétaire. Alors il y a des effets d'inertie qui font qu'en pratique, il y a beaucoup de fluctuations. Je crois que c'est un peu un phénomène de surstabilité, mais Ampleforce, c'est par exemple assez intéressant. Il y a des expériences qui ont beaucoup moins marché, comme YAM, parce qu'il y a eu des problèmes dans les smart contracts. Mais ça, c'est typiquement un exemple de coin algorithmique. Alors là, je vous ai fait un petit tableau pour resynthétiser un peu la typologie des stablecoins. C'est pas le mien de tableau, c'est un tableau qui a été présenté par Robert Laiko, qui est CEO de Liquity. Donc, encore une fois, collatéralisé par du fiat, ça veut dire aussi que le fiat il est en banque, donc on doit compter sur des entités très trustful comme des banques pour s'assurer que les stablecoins sont effectivement backés par du fiat. Exemple, Tether, USDC, Gemini, Paxos. Alors Robert Laiko, c'est intéressant, il fait la distinction pour la collatérisation crypto entre les systèmes exogènes et endogènes. Donc exogène, ça veut dire que le collatéral il est quand même externe au stablecoin lui-même, alors que endogène, ça veut dire qu'il y a quand même une corrélation assez importante entre la crypto qui sert à back pour le collatéral et le stablecoin lui-même. Donc pour l'exogène, on a par exemple Maker, Reflexer, donc le RAI, Kava et Liquity avec le USD. Et pour le collatéralisation crypto endogène, il y a par exemple Synthetix, qui s'appelait avant Haven, et le fameux Terra USD. Donc le fait d'avoir de la collatéralisation crypto endogène, ça peut aussi poser des problèmes de confiance une fois que le système commence à se départir de son équilibre. Il y a aussi d'autres stablecoins qui sont un peu hybrides, donc qui sont non pas full collateralized mais partially collateralized, donc par exemple Frax ou Celo. Et puis dans les stablecoins algorithmiques, il y a Ampleforce, Basis Cash, ESD, IAM, donc c'est pas des grandes réussites ces stablecoins algorithmiques, pour le dire de façon euphémistique. ESD d'ailleurs, c'est
un des précurseurs de... Enfin, disons que ça reprend un petit peu les mêmes idées que Beanstalk. Et Beanstalk avait un bon white paper, malheureusement ils ont aussi des problèmes d'attaque par gouvernance qui font que le projet est en ce moment un peu en limbo. D'ailleurs je pense qu'on aurait dû avoir une présentation sur Beanstalk, mais c'est Mathieu qui... Ouais, il a dû animer. Ouais. Ça aurait été très intéressant, c'est un projet très intéressant. Alors il y a des projets que je n'ai pas mis. Jarvis. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Jarvis? Faudrait le mettre où? Endogène. Endogène? Non, exogène. Non, juste la coche en exogène avec le USDC en bac. C'est l'USDC qui back. D'accord, USDC qui back. Ok. Et alors, Angle, bah, il est arrivé par où? Ah. Donc, je n'ai pas osé le mettre quelque part, je me suis dit, t'allais en parler mieux que moi. Après, voilà, il y a encore d'autres catégories de coins que j'ai pas mis. Par exemple, Libra, qui maintenant s'appelle Diem. Là, c'est plus dans la catégorie des commodity-backed assets et les real-world assets backed coins. Donc, ça serait encore une nouvelle catégorie où on a, j'en parlais avec les gens de Pierre juste avant, enfin de EquiSafe, des stablecoins qui sont backés par des actifs tangibles. Et d'ailleurs, il me semble, c'est pas un alpha ou quoi que ce soit, mais il me semble que Maker est en train de s'orienter un petit peu dans cette direction et voudrait aussi avoir des actifs tangibles comme collatéral pour le DAI. Voilà. Alors maintenant, si vous connaissiez déjà tout ça, je vous donne encore 2-3 ressources complémentaires qui sont toujours sympas. Le premier, c'est stablecoins.wtf, où vous avez un petit peu une liste des stablecoins, quel type c'est quoi le prix, c'est quoi le volume, il y a pas mal d'informations. Et pour les plus téméraires d'entre vous qui s'intéressent au CBDC, donc les Central Bank Digital Currency, CBDC Tracker qui donne un petit peu pour tous les pays du monde, on en est où, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que c'est en projet, est-ce que c'est mort. Ça c'est d'autres formes de stablecoins qui sont quand même pas vraiment de la crypto, mais qui sont un petit peu liés à la crypto quand même. Et évidemment, c'est intéressant parce que c'est une immersion des gouvernements et des institutions dans le monde des stablecoins. Voilà, donc pour finir, je vous recommande pour ceux que le sujet intéresse, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'articles sur les stablecoins, mais les articles deviennent très très vite obsolètes. Maintenant, pour ceux qui aiment bien l'approche un peu historique, ce livre-là, vous pouvez le scanner ici, l'acheter, pardon, pas le scanner, l'acheter sur ce lien, qui s'appelle Stablecoin Evolution de Alizé Sam. C'est vraiment super intéressant, un petit peu l'historique des différentes stablecoins, les différents acteurs qui sont liés. Ça parle aussi des stablecoins qui n'ont pas marché, et éventuellement pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il aurait fallu améliorer. Ça donne aussi des critères, genre voilà, vous avez un nouveau projet, un stablecoin devant vous, le projet vous tombe dessus. Qu'est-ce qui est important de regarder pour savoir si le projet peut tenir la route ou pas, en termes de l'équipe de développeurs, la confiance, tout ce genre de critères qui font que vous pouvez être capable d'évaluer un projet de stablecoin. Et pour finir, si vous n'avez quand même rien appris, vous pouvez quand même vous poser des questions, essayer de répondre à ces questions qui, je pense, auxquelles pour l'instant pas grand monde n'a de réponse. Finalement, la centralisation, ça reste quand même un grand problème pour le stablecoin. Je vous donne un exemple. Si la couche de base est centralisée, est-ce que vous pouvez construire un stablecoin correct? Par exemple, sur EOS, bon, vous savez comment... Enfin, peu importe si vous ne savez pas exactement comment fonctionne le système de validation, mais EOS ça reste quand même super centralisé. Est-ce que c'est possible de construire quelque chose sur un système, un layer qui est vraiment centralisé à la base? Si l'émetteur est centralisé, est-ce que USDC peut être vraiment considéré comme un stablecoin alors qu'il y a une entité, USD Circle, qui peut bloquer les transactions,
l'ensemble des transactions, friser les comptes, redéployer le contrat du token. Finalement, ça amène quand même beaucoup de risques. Pareil, si le collatéral est centralisé, alors ok, Jarvis, on peut mettre de USDC en collatéral, mais si Jarvis est centralisé, est-ce que par transitivité, si USDC est centralisé, est-ce que Jarvis ne prend pas un petit peu de la centralisation? Si l'Oracle est centralisé, et puis quels sont les autres types de collatéral, peut-être de l'or, de l'énergie, des maisons, des terrains qu'on pourrait mettre en collatéral pour créer des stablecoins de façon qui scale et légale. Voilà, je crois que ce QR code là c'est pour reprendre les slides de la présentation. Et voilà, c'est tout pour moi. J'ai juste une slide. Je suis cofondateur de Angle. C'est mon premier travail en fait en DeFi. J'étais étudiant avant, j'étais ingénieur en France et j'ai fait un master aux États-Unis. Et quand j'étais en master aux États-Unis, j'ai commencé à jouer un peu en DeFi, mais très tard, quoi. Enfin, bien après tous les OG du système. Moi, je suis arrivé fin 2020, j'étais déjà un peu investisseur dans les crypto-monnaies et tout à l'époque. Et donc, fin 2020, je prends un cours aux États-Unis et c'était un cours de crypto. Je commence à jouer un peu en DeFi à ce moment-là sur les protocoles pour avoir du yield, comme Compound avait. Enfin, c'était un truc très Silicon Valley, donc c'était Compound, pas avait. Les Américains, ils n'aiment pas trop avec. Donc je commence à avoir du yield sur des stablecoins dollars, j'avais un peu d'argent à placer, de l'USDC, du DAI. Et à ce moment-là, si vous regardez le cours euro-dollar fin 2020, c'est le moment où le dollar s'est vraiment pété la gueule, ça a perdu 10%. Donc moi j'étais content, je faisais du 4% sur mes USDC, parce qu'à l'époque c'était le Covid, j'étais depuis la France. Ouais, bref, j'ai perdu de l'argent en faisant ça. Et je me suis dit, c'est quand même con d'avoir un système en DeFi qui soit une finance qui soit ouverte, qui soit composable, où c'est facile d'avoir des produits qui sont interopérables les uns avec les autres, où il y a des couches de base qui sont toutes dénominées en dollars, et pas avoir des opportunités de faire la même chose mais en euros. Et donc là, avec des amis, on était encore étudiants, on s'est dit, bon, on va réfléchir à faire un stablecoin euro. Et donc on a commencé à réfléchir, à essayer d'écrire un white paper, à se dire comment on arrive à faire marcher ça. Et finalement, on est arrivé avec un protocole, le protocole Angle, qu'on a construit pour, en essayant d'améliorer un peu par-dessus les autres protocoles qu'on connaissait, donc du DAI, le Maker, le DAI qui était la référence à l'époque et qui est toujours la référence. L'idée, ce qu'on voulait réussir à faire, c'était quelque chose qui soit le mieux possible pour résoudre le trilemme auquel font face tous les protocoles de stablecoin, donc la décentralisation, l'efficacité en capital et la capacité à maintenir le peg. Donc on a essayé de faire quelque chose comme ça. On a lancé le protocole en novembre 2021. On est assez vite devenu, donc avec notre stablecoin euro, la G-Euro, un des plus gros stablecoin euro du marché. En fait, la compétition n'était pas féroce. En fait, c'est facile quand tu lances un protocole décentralisé, tu peux incentive avec ton token les gens à utiliser ton stablecoin. En fait, lancer un stablecoin, c'est comme lancer un nouveau standard. Personne a d'intérêt à l'utiliser à moins qu'il y ait d'autres personnes qui l'utilisent, mais personne ne va l'utiliser s'il n'y a pas d'autres personnes qui l'utilisent. Et donc, il faut un peu résoudre le problème de la poule et de l'œuf. Et donc, pour les stablecoins décentralisés, les gens, tu subventionnes avec l'inflation de ton jeton de gouvernance qui te permet de subventionner les gens pour venir chez toi. Bon, souvent, ça se fait au prix du token qui tend un peu vers zéro. C'est pour ça que beaucoup de protocoles de DeFi ils vont assez lourdement en incentive sur leur token pour que les gens utilisent leur protocole, ils finissent par se casser la gueule. Bref, donc nous on a notre AG euro qu'on a grossi. Je ne vais pas rentrer dans les détails du protocole qu'on a, juste comme on vient de le lancer, que c'est un peu frais, on vient de lancer un mécanisme en parallèle de notre protocole de base, un peu comme Maker, qui ressemble à Maker, qui permet d'emprunter des stablecoins collatéralisés. On a essayé d'améliorer un peu quelques features sans rentrer dans les détails. On a des liquidations où vous êtes beaucoup moins pénalisé quand vous vous faites liquider contre vos collatérales. Et on a des mécanismes d'efficacité du capital qui permettent de combiner plein de transactions en un coup, de faciliter la vie des utilisateurs qui interagissent avec le protocole. Bref, donc du coup on a lancé la G-Euro, c'est un stablecoin qui marche bien, même si on est rikiki par rapport au stablecoin dollar. On s'est fait un peu bouffer par les stablecoins centralisés, l'euro S et l'euro T. Et en plus il y a l'euro C qui arrive.
qui risque de prendre une grosse part du marché. Mais donc, nous, on est plutôt pas mal positionné au niveau des stablecoins décentralisés euro. Le but, c'est de capitaliser sur ça, de continuer toujours à construire plein d'intégrations autour de l'AG euro. Et on a un protocole qui généralise très bien et qui peut construire pas mal de stablecoins. Tas t'a dit tout à l'heure que les stablecoins, c'était pas forcément sur le dollar, pas que sur l'euro. On peut faire, je sais pas, des stables température, des stables distance entre la Terre et le Soleil. Enfin, c'est possible de faire des stablecoins sur n'importe quoi. Nous, on a pour ambition de créer des couches de monnaie, un peu comme ce que fait Jarvis, mais on fait d'une façon un peu différente, pour permettre aux gens en DeFi d'interagir avec leur monnaie de leur choix, sans forcément avoir à soucier du risque de change, comme moi quand j'ai commencé à jouer en DeFi, où je me suis mangé un risque de change euro-dollar. Le point de mon stablecoin aujourd'hui, de mon talk aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des stablecoins résistants à l'inflation. En fait, je vais vous montrer comment on pourrait construire, essayer de vous montrer comment on pourrait construire un stablecoin qui résiste à l'inflation. En fait, et en plus, ça permettra de voir comment on peut arriver à construire des protocoles de stablecoin. Et ça tombe bien que tu aies été parlé avant, parce que je vais reprendre un peu toutes les fondations que tu as posées. Donc, pourquoi des stablecoins résistants à l'inflation? Vous avez dû suivre pas mal les news en ce moment. Je crois qu'il y a 8% d'inflation sur le dollar, même 10%, 8% d'inflation sur l'euro. Et donc, en possédant un stablecoin, même avec du yield DeFi, qui en ce moment a vachement baissé pour différentes raisons, on perd son pouvoir d'achat. C'est chiant de posséder de l'argent et de perdre du pouvoir d'achat. Et donc, il y a des gens qui se sont dit la finance décentralisée, c'est peut-être plus facile de faire des outils qui résistent à l'inflation, de faire des stablecoins, où quand j'en possède mettons que je possède un stablecoin résistant à l'inflation qui valent 1 euro au début de l'année, s'il y a 8% d'inflation sur l'euro, on verra que l'inflation, il y a plein de façons de la calculer, mais l'idée c'est que ce stablecoin il vale 1,08 à la fin de l'année, ce qui fait qu'en l'ayant possédé, je peux toujours acheter les mêmes choses entre le début et la fin de l'année. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a tous envie de construire, mais comment on peut construire ça? Donc, comme disait Taz, il y a différentes façons de construire des stablecoins. Il y a une façon qu'on appelle la façon centralisée. Qu'on appelle la façon centralisée, c'est celle de USDC, USDT, qui correspond à avoir des actifs dans un compte en banque. C'est-à-dire, vous me donnez, moi par exemple USDC, Circle, ils ont du dollar en banque, pas que, mais en grande partie. Comment on émet un USDC? On va les voir, on leur donne un dollar et eux ils me donnent un USDC. Qu'est-ce qui fait que le stablecoin est stable à ce moment-là? C'est que si le prix de l'USDC est supérieur à 1 dollar, moi j'ai intérêt à aller voir Circle, à leur donner 1 dollar. Ils vont me donner un USDC que j'ai obtenu pour 1 dollar. Je vais le vendre plus de 1 dollar sur le marché. Et maintenant, si le prix et en faisant ça, je fais un profit, j'augmente l'offre et donc je fais baisser le prix. Et inversement, si le prix de l'USDC est inférieur à 1 dollar, je vais acheter des USDC pour moins de 1 dollar et les revendre à Circle pour 1 dollar, contracter l'offre et donc faire monter le prix. N'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs, si vous avez des questions, je sais que j'ai tendance parfois à partir un peu dans tous les sens. Donc comment on pourrait faire marcher un stablecoin centralisé qui résiste à l'inflation? L'idée, il faut que ce stablecoin possède en réserve quelque chose qui soit plus fort que l'inflation. En finance centralisée, il y a des actifs qui permettent qui traquent, dont le prix un peu traque l'inflation. Et donc, on peut imaginer un système où il y a une entreprise qui possède en réserve ses actifs et qui, en échange, émet ces stablecoins qui résistent à l'inflation. Donc, ces actifs, ça peut être ce qu'on appelle en anglais des Treasury Inflation Protected Securities. Donc, c'est des bons du trésor dont la valeur progresse en fonction de l'inflation. Donc, la banque, l'Allemagne en émet pas mal, on en a aussi en France. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Donc, en fait, on peut imaginer une boîte où moi, je leur donne 1 dollar. Eux, ils achètent des TIPS, donc Treasury Inflation Protected Securities, et en échange, ils me donnent le stablecoin résistant de l'inflation. Demain, il y a 8% d'inflation. Et moi, j'ai eu mon stablecoin que j'ai eu pour 1 dollar. Je reviens les voir avec mon stablecoin. Je suis censé récupérer 1,08 dollars contre ça. Et ce que fait la boîte, c'est qu'elle vend son TIPS qu'elle a acheté sur le marché. Et moi, je récupère 1,08 dollars. Donc ça, c'est dans l'idéal. Le truc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de frictions qui font que
un système comme ça ne marche pas forcément tout le temps très bien. La première raison, c'est que les actifs comme ça qui suivent l'inflation, ce sont des actifs qui ne sont pas forcément liquides. Et donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire un stablecoin centralisé comme ça, mais ça requiert pas mal de savoir-faire dans la gestion des réserves, parce que bon, ils vont se manger des frais à chaque fois qu'ils achètent et qu'ils vendent la Treasury Inflation Security. Le taux d'inflation il varie graduellement autour de l'année, donc il faudrait sans cesse qu'ils renouvellent le stock de TIPS qu'ils possèdent pour que ce qu'ils aient en réserve, ça soit toujours à des prix, que ça soit à des rates qui correspondent au taux actuel de l'inflation. Donc c'est possible, ça peut marcher, mais c'est très compliqué et je ne pense pas qu'ils arriveraient de cette façon-là à faire quelque chose qui résisterait à l'inflation. L'autre problème, c'est le problème auquel ça fait face, c'est le problème de régulation. C'est pas donné à tout le monde de mettre en œuvre ce type de produit. Et il faudrait certaines licences pour mettre ça en place. Donc, ça pourrait bien marcher, mais il y a toute une voie des stablecoins qui est la voie décentralisée et qui potentiellement est peut-être beaucoup plus viable pour créer ce type d'actifs. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour réaliser un stablecoin décentralisé dont la valeur suit l'inflation? Donc, il faut deux choses. Il faut un mécanisme d'oracle qui est capable de mesurer et d'apporter on-chain l'inflation en temps réel. Et il faut un mécanisme de PEG, donc de stabilité, qui permette toujours de faire en sorte que le prix de l'actif qui est émis par le protocole suive l'inflation. Donc d'abord, je vais vous parler de comment on pourrait faire un oracle qui suit l'inflation. C'est l'élément de base. Enfin, sur la blockchain, elle ne sait pas, mon protocole il ne sait pas ce que c'est que l'inflation. Il a besoin qu'il y ait des gens qui lui disent comment marche l'inflation. Donc généralement, l'inflation, comment on la mesure, comment elle est calculée? Aux États-Unis, en tout cas, elle repose sur ce qu'on appelle des mesures de CPI, Consumer Price Index, qui correspondent à, en fait, qu'est-ce que vous pouvez. C'est un indice qui mesure combien vous pouvez acheter avec $1. Donc, il regarde l'évolution des prix du transport, l'évolution des prix de la nourriture. Il y a plein de grandeurs différentes qui sont prises en compte et qui permettent de calculer le CPI en temps réel. Et donc, si moi j'ai le prix du dollar, si par exemple mon collatéral pour mon stablecoin décentralisé c'est l'Ether, si j'ai le prix de l'Ether par rapport au dollar et si j'ai l'évolution du CPI par rapport au dollar, eh bien je peux avoir un oracle qui me permet de mesurer l'inflation en temps réel. Il se trouve qu'il y a plusieurs problèmes avec le fait d'utiliser le CPI pour construire un oracle. Le premier problème, c'est que le CPI, généralement, ça dépend des banques centrales, c'est publié tous les 30 jours. Et je suis désolé si c'est un peu technique d'avance, donc se baser un stablecoin décentralisé sur une grandeur qui est updatée tous les 30 jours, ça ouvre à des gros problèmes de front-running. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des gens, on parlait des sandwich attacks tout à l'heure, mais il pourrait y avoir des gens qui anticipent un peu la grandeur du CPI avant qu'elle soit postée on-chain et qui font des actions, soit qui achètent, soit qui vendent, pour arbitrer l'évolution du prix de l'oracle. Donc en fait, le fait d'avoir une grandeur qui varie de façon discrète et pas continue, c'est assez dangereux pour construire un stablecoin, de baser un stablecoin sur ça. La deuxième chose qui est problématique, c'est que ça repose sur des méthodes qui changent assez souvent, donc en fonction des banques centrales. Surtout dans des pays moins développés, en tout cas, il y a des cas où, pour avoir parlé un tout petit peu à des gens du FMI, ils me disaient qu'il y avait certains pays qui trichaient avec leur calcul du CPI, parfois c'est calculé, parfois il y a des paniers qui sont exclus. Donc, par exemple, il y a des pays qui enlèvent les transports quand ça les arrange pas et qui les remettent quand ça les arrange. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est une grandeur qui n'est pas... c'est pas une grandeur de marché, quoi. C'est une grandeur qui est manipulable et qui repose un peu à la fin sur l'interprétation humaine, sur l'économiste qui va signer son papier pour la banque centrale. Donc il y a des protocoles qui ont lancé des stablecoins résistants à l'inflation. Donc les deux plus gros protocoles, ils sont tout petits, mais c'est Frax avec le FPI et Volt avec le Volt, leur stablecoin résistant à l'inflation. Eux, ils reposent sur ce type d'oracle. C'est des expériences qui viennent à peine de se lancer, je vous expliquerai après leur modèle. Mais voilà, je suis curieux de voir comment ça se passera à long terme. C'est des expériences.
faut pas investir tout son argent là-dedans, mais il faut savoir qu'il y a potentiellement des problèmes au niveau de l'Oracle. La deuxième solution, si on voit que utiliser le CPI, ça peut être un peu compliqué, la deuxième solution, c'est quoi? C'est de revenir aux tips dont je vous parlais tout à l'heure, au Treasury Inflation Protected Security, parce que il y a le gouvernement allemand, par exemple, la Banque centrale allemande, européenne, elle émet des Treasury, des Inflation-Linked Securities et des Non-Inflation-Linked Securities, donc des titres qui suivent un peu de la dette allemande, mais il y en a qui sont Inflation-Linked et Non-Inflation-Linked. Donc il y en a dont le prix suit l'inflation, d'autres dont le prix ne suit pas l'inflation. Et en fait, en comparant en temps réel la différence de prix entre les deux types de securities, d'actifs, eh bien, on peut mesurer l'estimation que fait le marché de l'inflation. C'est-à-dire, s'il y a une grandeur qui trade à, je sais pas, 2 € et l'autre qui trade à 1 €, et en fonction de la durée des bonds, c'est possible d'estimer, c'est possible de deviner combien le marché price l'inflation. Et donc, à partir de ça, en fait, on peut construire une grandeur qui, elle, en temps réel, arrive à dire, là, le marché price ça attend l'inflation, et après, en faisant une moyenne, une time weighted average, une moyenne pondérée en fonction du temps de la différence de prix entre les deux types d'actifs, on peut avoir une évolution de l'inflation en temps réel. Ça ne sera peut-être pas la vraie inflation, mais ça sera l'estimation du marché de l'inflation. Donc si on estime que le marché est efficace, potentiellement, on peut réussir à construire un oracle qui tient la route pour estimer l'inflation. Voilà, donc c'était une partie technique. J'essaie de revenir à des choses un peu plus simples. Mais tout ça pour dire qu'il y a une solution d'oracle qui a été il y a des solutions qui ont été essayées. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Nous à Angle, si jamais on se lance dans cette voie, on essaiera de prendre la voie qui, je trouve, est un peu plus robuste. Donc maintenant que le problème de l'oracle est résolu, se pose la question de quel mécanisme, quel protocole je vais utiliser pour maintenir la stabilité de mon actif qui résiste à l'inflation. Alors, une façon de voir les stablecoins décentralisés, je trouve que la meilleure façon de les voir, il faut voir ça comme des machines à absorber de la volatilité. C'est des smart contracts, vous allez leur donner un actif qui est volatile, et eux, leur but de tous ces protocoles-là, c'est d'enlever la volatilité du collatéral que vous leur avez donné. Donc Maker, vous leur donnez de l'Ether, vous pouvez emprunter du DAI, et en fait la volatilité du collatéral que vous donnez l'Ether, pour faire quelque chose de stable, elle est en fait absorbée par les gens qui ont des vaults et qui empruntent de l'Ether. Nous, ce qu'on fait chez Angle, c'est qu'on vend cette volatilité via des produits de leverage à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on absorbe la volatilité de notre collatéral. Donc, une autre façon d'absorber la volatilité du collatéral, c'est la façon des stablecoins comme UST, feu UST, dont le protocole dont le jeton de gouvernance c'était le Luna. Eux, comment ils absorbaient la volatilité de leur collatéral? En fait, leur collatéral c'était leur jeton de gouvernance. Donc, vous donnez $1 de Luna, vous obtenez un UST. Un UST, vous récupérez toujours $1 de Luna. Et maintenant, si la demande en UST monte fortement, les gens vont acheter beaucoup de Luna et ça va faire monter le prix du Luna. Mais si les gens ne veulent plus d'UST, les gens vont vendre leurs UST, récupérer du Luna. Avec de fortes probabilités, ils vont vendre leur Luna, donc ça va faire baisser le prix du Luna. Donc en fait, la façon dont ils absorbent la volatilité, c'est avec le Luna qui est un proxy pour l'offre et la demande en UST. C'est-à-dire que le prix du Luna, il reflétait l'offre et la demande en UST à l'époque. Donc c'est un mécanisme qu'on appelle de senior share. Il se trouve qu'on pourrait techniquement faire un mécanisme de senior share comme celui de Luna avec cette façon d'absorber la volatilité du collatéral pour faire un stablecoin qui résiste à l'inflation. Bon, ça n'a pas marché sur le dollar, ça pourrait difficilement marcher sur quelque chose qui est plus fort que le dollar, parce que là on parle vraiment de construire un actif dont la valeur est forcément supérieure au dollar, et vous avez plus intérêt à en posséder que du dollar, forcément. Donc je pense qu'on peut éliminer complètement l'hypothèse d'utiliser des mécanismes senior share pour construire des stablecoins résistants à l'inflation. La deuxième possibilité, c'est la possibilité mise en place par Frax et Volt, ce que j'appelle moi le mécanisme de hedge fund. Comment ils marchent ces protocoles? Ils marchent, vous leur donnez un USDC, eux ils vont vous donner donc un FPI par exemple sur Frax, qui est leur stablecoin résistant à l'inflation, et ils disent cet USDC, faites-moi confiance, je vais le placer, je vais obtenir du yield dessus, et j'espère que le yield que je vais faire en plaçant mon USDC en DeFi sera supérieur à l'inflation. Donc ça marche très bien
s'il y a des gros yields en DeFi. Mais là, si c'est comme en ce moment, c'est compliqué en fait. Vous leur donnez un USDC, il vient vous voir un an plus tard, j'ai mon FPI, maintenant il y a eu 8% d'inflation, je veux 1,08 USDC. Et ils disent, ah merde, on a réussi à faire que 3%, donc ils ratent un peu le cas, ils n'arrivent pas parfaitement à suivre l'inflation. Et donc Frax, eux, le petit trick qu'ils ajoutent pour être capable de mener ça à bien quand même, c'est une expérience, on ne sait pas encore si ça a vraiment marché, c'est qu'ils utilisent un autre jeton de gouvernance, qui est le FPIS, qui a accompli en fait ce que fait le Luna pour l'UST, mais pour le delta qui n'est pas suffisamment couvert par le yield qu'ils ont fait. Donc par exemple, s'ils font un yield de 3% et qu'il y a 8% d'inflation, si vous les redeem contre votre FPI de l'USDC, en fait, ils vont vous donner 1,03 de USDC et 0,5 de FPIS. Potentiellement, en fait, c'est-à-dire qu'après tout le monde va vendre ses FPIS et donc le petit delta qui donne, ça se trouve, il vaudra plus grand-chose si tout le monde commence à dump, c'est les FPIS que vous leur donnez. En revanche, le FPIS, c'est un actif que vous voulez acheter dans le cas où Frax arrive à faire plus de yield que l'inflation aux États-Unis. Volt, ça fonctionne un peu pareil. Donc, ça marche. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et donc là, on rentre dans la troisième catégorie de stablecoin qui pourrait permettre de résister à l'inflation. C'est surcollatéraliser le modèle à la DAI, le modèle de Maker et le modèle que nous, on vient de lancer en parallèle de notre modèle de base, notre borrowing module. C'est le modèle surcollatéralisé. Vous mettez un Ether ou 1,5 $ d'Ether, vous pouvez emprunter un DAI. Ça, c'est un modèle, je pense, qui sera toujours là dans 20 ans. Tous les autres, c'est un peu moins certain au niveau des stablecoins décentralisés, parce que ça se trouve, leurs mécanismes d'absorption de la volatilité ne marcheront plus forcément très bien. Donc, quels sont quand même les trade-offs avec les systèmes comme Maker, avec le DAI, pour faire un stablecoin résistant à l'inflation? Maker, ça marche essentiellement parce qu'il y a des gens... qui sont prêts à emprunter du DAI pour aller faire autre chose avec ces DAI. Ce qui risque ces gens quand ils empruntent sur Maker, ils risquent de la liquidation. Ils peuvent mettre 1,5 d'Ether, emprunter un DAI, mais si leur valeur donc ils se retrouvent à un moment donné avec 1,5 d'Ether qu'ils possèdent toujours en soi et un DAI, donc le DAI qu'ils peuvent faire travailler pour gagner du revenu, mais ils ont toujours leur 1,5 d'Ether, ils peuvent toujours le récupérer à un moment s'ils veulent. Mais si demain le prix de l'Ether chute un peu, ils risquent de se faire liquider, c'est-à-dire qu'ils se retrouveront juste avec leur 1 DAI. Ils avaient 1,5 au début, ils se retrouvent plus qu'avec 1. Bon, je grossis un peu le trait parce que les mécanismes de liquidation, c'est quelque chose on pourrait en parler des heures, quoi. On essaie de faire un peu mieux avec Angle. Voilà, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, c'est quand même un coût d'emprunter un DAI. Et généralement, les gens ils l'empruntent parce qu'en plus ils doivent payer un taux d'intérêt. Et ils l'empruntent parce qu'ils estiment qu'ils peuvent mieux faire travailler le DAI que ce que ça leur coûte auprès du protocole Maker. Donc, si je suis prêt à emprunter un DAI, est-ce que je serais prêt demain, moi, à emprunter un stablecoin qui est résistant à l'inflation? En fait, pas forcément. Il n'y a rien d'évident qui me dit que des gens seront prêts à m'emprunter quelque chose qui est plus fort que le dollar. Parce que mon risque de liquidation, il est beaucoup plus important en fait. Si je mets 1,5 Ether pour emprunter un DAI, toute chose égale par ailleurs, si le prix reste constant, je ne me ferai pas liquider sur le DAI. Mais si maintenant, au lieu d'emprunter un DAI, j'emprunte un stablecoin résistant à l'inflation, à la fin de l'année, je serai sous-collatéralisé parce que mon stablecoin résistant à l'inflation, il vaut 1,08 et donc je risque de me faire liquider. Et donc, le modèle à la DAI surcollatéralisé pour faire des stablecoins résistants à l'inflation, eh bien en fait, il fonctionne. Il pourrait fonctionner, les stablecoins très stables resteraient surcollatéralisés pourvu qu'il y ait des bonnes liquidations qui se passent, qui garantissent que la surcollatéralisation reste tout le temps. Mais est-ce qu'il y aurait vraiment des gens qui voudraient emprunter cet actif? Donc il y a plusieurs pistes qui pourraient justifier que des gens veulent emprunter cet actif. Là, on est en train de parler quand même d'un stablecoin qui, s'il marche, en fait, tout le monde le voudrait, quoi. C'est un truc qui est censé être bien mieux que l'inflation. Je préfère avoir ça plutôt qu'avoir un DAI. Et donc, potentiellement, on peut imaginer que les gens qui empruntent ce stablecoin, eh bien, en fait, ils viennent se mettre liquidity provider sur des protocoles comme Curve, Uniswap, et qui se disent
à potentiellement les frais que je vais faire en étant liquidity provider sur ce token seront supérieurs, valent le coup par rapport à simplement ne pas emprunter ce token ou par rapport à payer un taux d'intérêt. Il y a aussi l'impermanent loss qui rentre en compte. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais quand vous êtes liquidity provider sur un protocole, même s'il ne se passe rien du tout et s'il y a beaucoup de transactions et que vous gagnez beaucoup de frais, potentiellement en sortant, vous pouvez vous retrouver moins bien que quand vous êtes rentré. C'est le gros problème des AMM aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un nouveau protocole français qui vient de se lancer, Swap, qui essaie de proposer une solution pour mitiger l'impermanent loss. Je pense qu'ils ont une solution assez solide, mais ils ont dû faire quelques sacrifices au niveau de leur design. Ouais, c'est une petite parenthèse à part. Mais ce qui fait que les gens seront peut-être prêts à emprunter un stablecoin résistant à l'inflation avec un protocole comme DAI, c'est potentiellement le frais qu'ils feront en étant LP. Mais en tout cas, dans aucun cas, ils ont intérêt à prendre ce stablecoin, le swapper pour un autre stablecoin dollar, parce que, en faisant ça, ils shortent un actif sur lequel ils sont sûrs de perdre. Donc, voilà. La conclusion, ça semble un peu pessimiste en fait, sur les stablecoins résistants à l'inflation. Ça semble un truc qui est super intéressant, mais est-ce que c'est vraiment possible? La façon centralisée, peut-être, mais il y a quand même beaucoup de difficultés techniques, logistiques. C'est peut-être pas dit que quelqu'un arrive à faire marcher ça avec une grande taille. Stablecoin décentralisé, je souhaite tout le meilleur à Frax et Volt, j'espère que ça va marcher. C'est pas sûr. L'UST ça marcherait pas, et DAI, nous avec Angle demain, avec le borrowing module qu'on a lancé, pourvu qu'on ait l'oracle qui soit prêt, parce que ça, l'oracle, je pense que c'est un truc qu'on pourrait réussir à résoudre, pourvu qu'on ait Chainlink, il y aurait une part de centralisation, mais bref, en mettant ça de côté, est-ce qu'il y aurait vraiment des gens pour émettre ce stablecoin et pour commencer à interagir avec le protocole que je lance comme ça? Et donc en fait, ma conclusion, c'est de se dire, est-ce que en fait, chercher des stablecoins résistants à l'inflation, c'est pas un objectif qui est vain en soi? On a peut-être des actifs qui sont déjà très bien par rapport à ce qu'ils font, notamment sur AV, quand vous donnez des USDC, vous récupérez des AUSDC. Ça gagne pas du 8%, mais déjà ça gagne du 1%, c'est déjà pas mal. Sur Yearn, c'est pareil. En fait, il y a plein d'autres yield-bearing tokens qui sont pas tout le temps aussi forts que l'inflation, mais qui sont déjà une bonne protection contre l'inflation. Sur Compound, bon, c'est pas exactement PEG $1, c'est un standard un peu différent, mais c'est pareil, en ayant un C USDC, vous êtes techniquement mieux si vous êtes prêt à faire abstraction du risque de smart contract qu'en ayant un USDC. Donc, première approche, aller sur des protocoles de lending, mais aussi, en fait, moi, et au début, c'était pas mal vu comme un mécanisme de Ponzi, mais j'aime bien l'idée d'avoir des protocoles, des stablecoins qui sont back par une réserve de différents actifs décentralisés. Et donc Olympus notamment, le Home, en fait, eux, ils ont de l'Ether, ils ont du DAI. Je ne suis pas du tout un expert en Olympus, mais ils ont plein d'actifs en réserve qui font que potentiellement à la fin, en ayant du Home, vous possédez un panier de différents actifs qui lui va s'apprécier peut-être en même temps que l'inflation, et donc c'est peut-être ça le meilleur stablecoin résistant à l'inflation. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens de vous expliquer. Ouais. Quelques applaudissements déjà. On passe à la session de questions-réponses. Ouais. Comme ça, il y a... Ouais. On va donner la parole. Ouais, du coup, on passe à la session de questions-réponses. C'est à vous d'avoir la parole. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attends, on va voir si le fil, ça le fait ou pas. Je vais se rapprocher un peu, je pense. Optimiste. Ouais, on n'a pas vu large pour la longueur. Ouais, c'est juste parce que Angle, c'est quelle catégorie de stablecoin? Comment ça marche? Je crois que tu as des questions. Ouais, alors Angle, quelle catégorie de stablecoin on est? Donc en fait, il faut savoir, donc nous on s'est lancé avec on est surcollatéralisé, mais on a essayé d'être efficace en capital. C'est-à-dire qu'avoir un AG0, ça te coûte normalement 1 €, mais le protocole reste surtout surcollatéralisé. Et en fait, la surcollatéralisation n'est pas garantie dans le sens qu'elle est garantie avec Maker.
Nous, c'est d'autres gens qui arrivent pour surcollatéraliser le protocole. Il y a des gens qui vont acheter des produits de perpétuel futur pour nous assurer contre le risque de change du collatéral que tu nous donnes. Donc tu nous donnes un USDC, je te donne $1 d'euros, moi j'ai un USDC en réserve, le dollar est volatile par rapport à l'euro, et donc on s'assure contre le risque de change dollar-euro en permettant aux gens de long le dollar ou de short l'euro, ce qui nous fait qu'on est neutre. Ouais, voilà, même moi, il m'a fallu, c'est pas moi qui ai eu l'idée du protocole, c'est un de mes collègues, il m'a fallu du temps pour comprendre. Et après, on fait rentrer d'autres gens à qui on prête qui nous prêtent du collatéral et qui eux surcollatéralisent le protocole. Et nous, on a des stratégies de yield et on les rémunère comme ça avec un effet multiplicateur par rapport à ce qu'ils auraient sur rien. Et là, on vient de lancer un truc comme Maker, et ça c'est surcollatéralisé, collatéral exogène. Enfin, le collatéral endogène, c'est un truc auquel je ne crois pas trop. Il y a Synthetix qui marche bien, mais au prix de ratios de collatéralisation super important, ce qui gâche un peu la flexibilité à l'émission. Mais après, et maintenant, de plus en plus, les protocoles de stablecoin, c'est pas que un mécanisme, c'est plein de mécanismes. Tu regardes DAI, leur protocole de base, il y a $1 milliard de DAI qui viennent de leur propre mécanisme de surcollatéralisation. DAI, c'est 7 milliards de DAI. Donc les 6 milliards de DAI, d'autres DAI d'où ils viennent, notamment il y a une partie, ils wrappent des USDC, ils font des choses avec des real world assets. Donc là, ils émettent du DAI pour acheter des USDC, pour investir en finance centralisée. Ils prêtent à AV des DAI qui n'existent pas. Nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi. C'est pas quelque chose de dangereux parce qu'on se repose sur la sécurité d'AV. Mais bref, en fait, un protocole de stablecoin, généralement, tu lances avec une idée et en fait, à la fin, sans faire de compromis de sécurité, c'est plein de bouts de smart contract qui viennent se lancer autour. Il y en a qui sont immutables et c'est quelque chose de super intéressant, les protocoles immutables comme Liquidity, comme Rai avec Reflexer. Nous, on a fait le choix de garder un mécanisme qui soit modulaire où on puisse rajouter des blocs assez facilement autour du protocole. Donc c'est moins lisible pour les gens, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais ça fait qu'on est un peu plus agile avec le marché. Voilà. Moi, c'est une question pour tous les deux. Dans un monde où chaque pays aura émis sa CBDC, qu'est-ce que vont devenir les stablecoins, à quoi elles peuvent servir? Je peux juste répondre après si tu veux. Très intéressante question. Non, dans un monde où chaque pays... disons qu'aujourd'hui, il suffit de regarder un petit peu la multiplicité des écosystèmes. Il n'y a pas vraiment de winner take it all. Aujourd'hui, la crypto, ça reste un petit peu un marché de niche. Tout le monde n'utilise pas l'Ether, le Bitcoin ou USDC. Le jour où il y aura des CBDC, ça sera une sorte de pendant au cash et à la monnaie fiat, disons, scripturale. Mais à moins que les cryptos deviennent de facto illégales d'une façon ou d'une autre, pour moi, il n'y a pas d'opposition à ce qu'il existe une cohabitation entre les CBDC et les stablecoins actuels. Même si d'ici là, il y aura sûrement de nombreux stablecoins qui aujourd'hui existent et qui auront disparu, et de nouvelles qui auront été créées. Je suis d'accord avec ça. Et en fait, il y a, au niveau des stablecoins qui existent, je pense qu'à la fin, il y aura peut-être... là, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est des protocoles, quoi. Et quand tu utilises Facebook, tu sais pas que derrière, il y a le protocole HTTPS. Enfin, c'est Julien Bouclou qui disait ça, je reprends son idée ici. Et l'idée, c'est que potentiellement, les gens dépenseront avec des stablecoins plus tard, sans même se rendre compte qu'il y a des stablecoins. Et je pense qu'ils sont assez fongibles les uns avec les autres. Et donc, potentiellement, quand tu dépenseras 1 euro sur Lydia, il y aura un peu de CBDC derrière, mais il y aura, j'espère, une couche d'AG euro, une couche de J euro, et de tous ces stablecoins-là, et sans qu'on s'en rende compte. Et il y a des protocoles comme Curve qui permettent d'unifier les stablecoins les uns avec les autres, de les rapprocher, de créer une liquidité forte ensemble. Ça pour moi, ça va être la couche centrale de base de la finance décentralisée, et on verra les CBDC dedans. Et l'autre truc, c'est que au niveau des stablecoins, plus décentralisé que centralisé, mais il faut se rappeler à la fin de qu'est-ce que c'est, quoi. C'est une couche de monnaie qui est incensurable, normalement, surtout plus pour les décentralisés, qui permet de dépenser de l'argent sans avoir à faire face aux contraintes des banques, qui est techniquement plus intéressante. C'est pour ça que je suis assez confiant dans la DeFi. Il y a pas mal de gens qui disaient que la DeFi c'était un cercle clos sur lui-même, quoi.
ils n'avaient pas tort sur les dernières années avec des protocoles qui font un token yield bearing sur un autre token yield bearing sans aucun input extérieur et sans aucune utilité réelle. Mais à la fin, il faut se rappeler que la DeFi, c'est la finance avec des bases beaucoup plus intéressantes. Et d'ailleurs, on appelle ça DeFi, mais je pense que moi, il faudrait plus s'appeler Open Finance, parce que l'aspect décentralisé de la finance est super intéressant, mais le plus intéressant, c'est vraiment, pour moi, la composabilité. La décentralisation, c'est quelque chose de super important, mais je privilégie la composabilité avant tout. Enfin, pas avec Angle. Avec Angle, on tient à être décentralisé, mais et le fait d'avoir des monnaies et des standards bancaires qui permettent d'envoyer de l'argent qui repose sur des stablecoins, les stablecoins qu'on développe, ça permettra ça, et les CBDC, je l'espère aussi. Et au pire, si les CBDC restent une monnaie censurable, bon, on aura toujours les stablecoins qu'on développe qui pourront répondre aux use cases de base. Donc ça dépend beaucoup aussi de comment les CBDC sont développés. Comment est-ce que vous êtes basé, vous, pour le stablecoin euro? Comment est-ce que vous avez fait du coup avec le régulateur? On n'a pas fait avec le régulateur. Donc la question c'était où est-ce qu'on est basé et comment on a fait avec le stablecoin euro. On a créé une entreprise qui n'est pas en France. C'est l'entreprise qui a levé des fonds. Mais l'entreprise, c'est pas le protocole. Notre entreprise, c'est une entreprise qui contribue au protocole, comme il y a d'autres gens qui sont contributeurs du protocole. Moi, je suis salarié d'une entreprise française. On paye tous nos impôts, etc. en France. Moi, mon idée, c'est qu'il faut d'abord trouver un market fit, une utilisation, avant de perdre du temps à aller parler à des avocats. Enfin, on parle. Moi, je leur ai parlé un peu aux députés. Là, j'ai commencé à recevoir des mails qui font peur de la CPR, etc. Faut pas refuser la discussion. Je pense surtout que le régulateur, moi je suis pas proactif dans la discussion, mais je réponds à chaque fois qu'on me demande. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on défend la souveraineté monétaire européenne. Là, on est dans un marché où tout est pricé en dollars. Les gens, même moi qui suis censé défendre l'euro, je réfléchis en dollars aussi. Je regarde le cours de l'Ether par rapport au dollar et pas par rapport à l'euro. Si demain la DeFi ou l'Open Finance commençait à prendre énormément, ça serait dommage que toutes les transactions soient pricées sur le dollar. Et nous, notre stablecoin notre stablecoin euro, s'il y a de l'inflation sur l'euro parce que la Banque centrale européenne a print énormément d'argent, il y aurait de l'inflation chez nous aussi. Donc en fait, on est vraiment des instruments à leur profit. Ils ont peut-être moins de contrôle qu'ils ont sur d'autres entreprises, mais en tout cas, on est à leur service. Donc, et ça, je pense qu'ils commencent un peu à le comprendre, les régulateurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est le discours qu'on leur tient. Et l'autre discours, c'est vous pouvez nous couper la tête, le protocole, il est là sur la blockchain, il continuera d'exister, il n'a pas besoin de nous pour exister. Nous, on fait que développer des choses en plus autour du protocole. C'est pour ça qu'on tient aussi à la décentralisation. Ok. Une question. Il y a eu pas mal de, alors c'est pas des rumeurs ou du code, mais en gros, pas mal de gens sur Twitter ces derniers temps mettent en avant des stratégies pour gamer les protocoles de lending, de stablecoin, notamment à base de la création de bad debt, ou genre qui met en collatéral un token pour lequel en fait il n'y a pas un marché suffisant pour le liquider. S'il fallait le liquider, derrière, du stablecoin, le transforme en BTC ou en DAI, et au moment où la valeur de ton collatéral se dégrade, toi tu ne touches plus à rien, tu laisses sa position se liquider, et du coup ça crée de l'intérêt potentiellement un décalage entre les deux. Est-ce que c'est un truc que vous observez? Parce que par exemple, typiquement AV, ils ont quand même d'assez grosses équipes en gestion du risque, et là je peux dire que c'est assez centralisé dans le protocole, parce qu'ils ont plusieurs personnes qui payent vraiment à temps plein pour regarder ce genre de truc. Et est-ce que c'est un truc que vous arrivez à gérer Ouais, alors donc la question c'est sur la bad debt des protocoles de stablecoin et comment on arrive à gamer le système. Déjà, juste pour répondre sur ton dernier point, je pense pas que le fait qu'AV ait une équipe de risque qui paye en plein temps, ce soit un facteur de centralisation. Eux, ils sont là pour mettre des rapports qui sont là pour informer la communauté. C'est vrai que si c'est le... après, si tout le monde les croit aveuglément, les gens, ils peuvent dire n'importe quoi, mais si les gens font un peu leur part de travail, et c'est ça un peu le problème de la finance décentralisée, c'est que ça requiert beaucoup de participation des stakeholders pour qu'ils prennent des décisions informées. Mais si les gens ne font pas leur travail, oui, il y a un facteur de centralisation, tout le monde va croire le leader d'opinion, comme il y avait avec Do Kwon sur l'UST, et ça c'est quelque chose de dangereux. Pour ce qui est de la bad debt et de gamer les protocoles, ça en fait, ça dépend, c'est surtout la faute des protocoles. Quand tu lances un protocole en DeFi, il faut toujours penser quel est le comportement le plus adverse
contre ton protocole et est-ce que je résiste même à ce comportement le plus adverse. Donc ça se joue au niveau du code. Le code, il ne peut pas se permettre de laisser une faille en se disant bon, bah, les gens sont gentils, ils ne font pas attention à ça. Enfin, il faut vraiment prévoir toujours dans le pire des cas et aussi au niveau économique. Est-ce qu'il y a des manipulations économiques, je sais pas, avec des flash loans qui permettent de nous arbitrer et donc ça, c'est vraiment la responsabilité, je trouve, des protocoles, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mécanisme de gamification. Donc pour répondre à ta question sur prendre des collatéraux qui potentiellement vont baisser en valeur, emprunter plein de stablecoins contre ces collatéraux qui sont pourris et que personne n'arrivera à liquider, bah ça c'est la faute des protocoles qui mettent pas les bons seuils de liquidation pour les collatéraux qui sont pourris, ou qui listent des collatéraux qu'il ne faudrait pas lister, quoi. Nous on est assez, nous on est vraiment conservateurs sur notre borrowing module en tout cas. En gros, et comme on n'a pas d'équipe de risque interne, enfin qu'on est plus petit, on fait comme AV, quoi. Donc quand AV met un paramètre, nous on a nos petites simulations, on regarde si ça marche et si ça nous satisfait, on essaie de faire, enfin c'est ce qu'on suggère à la communauté, on essaie de faire des choses parallèles à ça. Après tu posais la question de la bad debt. Alors il y a un problème sur les protocoles de lending que n'a pas Maker et que nous on n'a pas non plus sur notre borrowing module, mais que d'autres ont, mais ils l'ont fait de façon très consciente. Les protocoles de lending, ils reposent essentiellement, enfin les protocoles de lending, en fait je les mets dans le même panier que les protocoles de stablecoin, parce que demain un protocole de lending veut lancer son stablecoin, ils le font en un claquement de doigts, c'est super facile. Et comme pour AV, c'est super facile pour eux de lancer un stablecoin dollar, ou même un stablecoin sur n'importe quoi, ils ont toute la frappe pour le faire. Enfin voilà. Mais donc, si moi j'emprunte par exemple 1000 USDC sur AV, et ben en fait, et si je deviens sous-collatéralisé parce que j'ai mis, je sais pas, j'avais mis pile au seuil avec mes Ethers pour emprunter mes USDC, et ben il se peut qu'avec une dette de 1000 USDC, il n'y ait aucun liquidateur qui ait d'incitation financière à payer le gaz et à prendre l'Ether que j'ai apporté en discount. Et donc c'est ça en fait, beaucoup de la bad debt des protocoles de lending, comme on avait, Rari, ils ont ça pas mal aussi, c'est que comme ils n'ont pas de cap minimum sur la dette qui est possible avec les protocoles, en fait, ils se retrouvent avec des gens qui ont des toutes petites dettes qui doivent être liquidées, mais que personne ne vient liquider. Et mis bout à bout, ça peut faire des montants assez importants. Donc tu peux te retrouver, je sais pas, avec, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que sur AV, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est pas grand chose à l'échelle d'AV, mais c'est quand même un peu dommageable et tu peux les arbitrer en ouvrant plein de petites positions. Ça va coûter cher en gas, mais c'est faisable. En ouvrant plein de petites positions où tu es sûr que tu feras liquider, mais en fait, personne viendra te liquider et toi, tu récupères tes USDC et ça permet de faire un peu un stop loss sur ton collatéral, l'Ether, quand tu empruntes de l'USDC. Donc comment on fait ça? Nous on a fait ça sur notre borrowing module, on met une cap minimum sur le montant que les gens peuvent emprunter, ce qui fait qu'on est sûr que dans le plus petit des cas de dette, on aura forcément des liquidateurs qui auront intérêt à venir liquider, qui seront quand même profitables en prenant le gaz en compte sur la liquidation. Maker à Paris, mais c'est des montants importants, quoi. Nous tu peux pas emprunter plus de 10 000 euros, enfin moins de 10 000 euros sur notre borrowing module en mainnet. Là on va lancer sur Polygon, sur Optimism, sur Arbitrum, ça sera 2 euros quoi, le montant minimum, mais ouais, c'est un problème, la bad debt, les sommes de bad debt. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, la question c'est, est-ce que vous pensez que c'est réellement possible un stablecoin qui est totalement décentralisé, c'est pour vous deux, alors que on aime bien quand il y a un responsable, par exemple pour l'USC, on était bien content d'accuser Daknon d'être coupable de cette chute. Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible un stablecoin sans aucun responsable, sans totalement décentralisé? Je pense que c'est une très bonne question. Si on prend le cas de Liquity, avec son Liquity USD, finalement, c'est quelque chose qui est assez autonome. Le protocole, il est livré à lui-même. Il n'y a a priori plus personne qui pourra le modifier. Et finalement, si un jour le protocole fait des victimes parce que quelqu'un se fait liquider ou parce que pour une raison X ou Y, le token chute en prix, le token USD qui est censé être stable, au final, il n'y a personne derrière de responsable et les victimes pourront se prendre qu'à elles-mêmes. Donc effectivement, c'est vrai qu'avec les smart contracts, on supprime un peu le facteur humain et on robotise un peu la finance. Donc il y a un aspect, de suppression du facteur humain que beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter, de la même façon qu'au début de Bitcoin, venait la souveraineté monétaire. Donc ça veut dire que le jour où on fait un transfert vers une adresse et c'est pas la bonne adresse, c'est irréversible.
on ne peut pas écrire à la banque, on ne peut pas reminter les bitcoins, et comme on dit, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Moi j'aime bien les mécanismes sur lesquels, qui sont complètement décentralisés, les mécanismes qui n'ont aucune gouvernance. Là il y a un projet que j'ai vu passer sur Code Arena, c'est une fork Uniswap où ils enlèvent toute la possibilité de prendre des frais pour la gouvernance. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu trop sous-estimé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de token sur le projet. Et la meilleure façon d'avoir quelque chose de vraiment décentralisé, c'est qu'il n'y ait aucun token et aucune action de gouvernance possible. Et c'est intéressant, mais en fait c'est dur de le développer parce qu'il n'y a personne qui est vraiment incentive après à faire grossir le projet. C'est vraiment des gens qui font ça en mode public good. À la fin, je pense que ce que je pense c'est Pareto efficient, donc c'est ce qui mettra le plus de valeur dans les mains de tous les utilisateurs. Mais c'est dur à grossir, quoi. Enfin, comme tu disais, s'il n'y a pas de figure que tu peux identifier charismatique, ça va être plus dur à trouver de l'attraction. Est-ce qu'il existe des projets de stablecoin confidentiels, un équivalent de Monero ou de Zcash en stable, avec par exemple des preuves zero knowledge pour prouver les réserves? Pas à ma connaissance, mais je sais que, moi ça m'intéresse. Je sais que ça serait possible de faire des privacy pools avec des stablecoins qui existent, donc des Tornado USDC, ça existe déjà, mais moi ça me ferait pas mal marrer de faire un Tornado AG-Euro. Mais bon, il n'y a pas de, ça garantit rien sur la rédemption de l'AG-Euro contre un euro au moment. Ouais. Mais donc j'en connais pas. Moi non plus, il n'y a pas de projet qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que ça pourrait très vite mal tourner. Parce que essayer de comprendre comment est calculé le total supply du Monero, c'est vrai que stablecoin plus privacy, intuitivement, c'est pas un problème facile. Oui, alors moi j'ai une question sur le point de vue investisseur, il peut y avoir beaucoup de débats, mais la question c'est comment on évalue la solidité d'un stablecoin, son espérance de vie, sa capacité à garder son bec pour choisir, éviter le type de problème que certains ont pu avoir avec UST ou autre. J'imagine qu'il y a plein de réponses possibles, mais peut-être la vôtre. Alors une réponse possible, c'est ce qu'on appelle la sagesse des foules. On regarde quand le market crash où vont les fonds, et voilà. Non, c'est vrai que par exemple, avec la récente chute de Bitcoin et Ether, on a vu que par exemple, ce qu'on avait vu précédemment, où il y avait beaucoup de gens qui commençaient à se réfugier vers le Tether, USDT, là c'était beaucoup moins le cas. Et d'ailleurs, on voyait que sur Curve, la three pool, donc USDT, USDC, DAI, était quand même beaucoup plus populé en USDT que dans les autres coins. Donc on voit tout de suite que c'est un indicateur de baisse de confiance. Donc pour un investisseur, ça c'est une façon de voir un petit peu les choses quand tu cherches à te hedger, de dire ok, je vais sortir, je vais me mettre en stablecoin, vers quoi je vais pouvoir aller. Maintenant, évaluer un nouveau projet, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a certains critères qui sont dans le livre que j'ai présenté, qui vont pouvoir permettre d'évaluer un projet. Maintenant, c'est vrai que souvent les projets, en quelque sorte, ils vont souvent rentrer soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux, et au final, un des facteurs essentiels qui va compter, c'est l'adoption. Après, pour UST, je ne l'ai pas montré, mais j'avais un slide de Robert Leiko, justement, qui avait présenté à Amsterdam un petit peu la différence entre stablecoin avec collateralisation endogène et exogène, et puis il suffisait de comprendre le slide pour voir les risques qui étaient liés à UST par exemple. Mais ça n'a pas empêché que l'appât du gain a fait que beaucoup de gens ont été victimes de ce qu'ils pensaient être un stablecoin solide. J'ai pas grand chose à ajouter, je voulais dire le point juste endogène, tu vois endogène, bonding, et tu vois des yields à 20%, faut suivre, il faut trouver ces bons influenceurs. Tous les influenceurs, il y en a plein qui ont sauté à pieds joints dans l'UST, mais faut suivre les bonnes personnes sur Twitter qui
faire confiance. Si tu n'as pas le temps de regarder par toi-même les mécanismes. Est-ce que vous avez un avis sur l'USDD? Alors là, yield à 20% en deux jades. Et comment vous rémunérez, vous, en tant que protocole décentralisé? Alors. Ouais, comment on se rémunère en tant que protocole décentralisé? En fait, les protocoles, il faut voir ça comme des petites entreprises qui doivent avoir un market fit, qui doivent générer de l'argent. Nous, la façon dont on se rémunère, Angle, on prend des frais de transaction au mint et au burn, donc le protocole gagne de l'argent comme ça. Et après, on a pas mal de collatéral en réserve. Bon, au max, on avait 250 millions. Là, les temps sont durs, on a plus 85-90 millions qu'on place sur Compound AV. Il y en a une partie qu'on distribue, du yield qu'on reçoit, qu'on distribue à nos liquidity providers, et une partie qui reste dans le protocole. Et donc ça, mis tout ça bout à bout, nous, on a... voilà, c'est marrant, ça montre que le marché n'est pas très rationnel. On a gagné, on a fait plus de revenus, donc il y a plus de profits de réserve dans le protocole que la market cap de notre jeton de gouvernance, l'Angle actuel. Parce qu'il y a des gens qui vendent automatiquement. Je dis pas qu'il faut acheter, hein, mais ça m'arrange si vous le faites. Mais enfin voilà, les marchés sont pas tout le temps rationnels et souvent il y a pas mal de bruit autour de revenus que font des protocoles et leur valorisation qui sont basés que sur la spéculation et des protocoles qui sont vraiment des vaches à lait et qui sont très peu valorisés. Maker avec le DAI, eux c'est une vache à lait. Ils font beaucoup d'argent sur parce que quand les gens empruntent du DAI, ils payent des taux d'intérêt. Et donc, il y a 1 milliard de DAI qui sont vraiment empruntés, mais tu mets 1 milliard de DAI qui paye 5% de taux d'intérêt, enfin c'est plus faible, mais qui paye 2% d'intérêt, ça commence à être déjà pas mal. Donc ouais, nous c'est intérêt, frais de transaction et nos stratégies qui font consommer. Est-ce que, avec votre nouveau module, est-ce que les frais vont être aussi redistribués au protocole ou ça marche différemment? Là pour le moment ils sont accumulés, il n'y en a pas beaucoup, hein. La TVL du nouveau module elle est très faible, mais ça c'est des propositions de gouvernance. Moi j'ai mon avis sur ce qu'il faut faire des frais. Moi je pense que la meilleure stratégie à ce stade c'est de les redistribuer aux AG Euro holders, un peu comme ce que faisait DAI à un moment avec leur DAI Savings Rate, pour donner un yield natif en fait aux gens qui possèdent des AG Euro. Un peu comme, je sais pas, tu fais une course Uber, à l'ancienne il y avait des codes promo, tu subventionnes l'utilisation, mais là c'est pas une subvention à la Ponzi, c'est une partie qui va là. Et c'est pas encore, il y a une partie des frais qui est mise de côté, et c'est hardcodé, mais en revanche ce qu'on en fait, ça c'est les VE Angle holders qui décident. Et un peu comme Maker, Maker ils ont plein de débats, c'est super intéressant de suivre ce qu'ils font avec leur surplus. Là, il y a eu des propositions très controversées. Ils voulaient lancer des nouvelles unités pour dépenser le surplus du protocole. Vraiment, il y a plein de stratégies possibles. En tout cas, pour le long terme, je ne sais pas si faire des buybacks, donner des dividendes, c'est vraiment la meilleure chose. C'est bien, ça soutient un peu le cours. Et le cours, c'est un bon mécanisme de croissance. Mais il faut bien balancer le truc. D'autres questions? Non? Ok. Je pense qu'on peut conclure. Je pense qu'on peut passer à la conclusion. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à Ledger pour le sponsoring. Merci à Pirate Labs de nous avoir accueillis. Aussi, très important, jeudi, on fait un Twitter Space avec Colat. On a Victor qui est parmi nous ce soir dans la salle, qui est un ancien avocat spécialisé dans la réglementation des cryptos et des fintech. Donc Twitter Space 21h sur le Twitter DeFi France. Et il y a les pizzas qui sont arrivées. Donc je pense qu'on peut passer à table. Et un grand merci à nos speakers. Et un grand merci à Kenji qui a donné beaucoup pour cet événement. C'est grâce à lui qu'on est là ce soir. À table.